Thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire. Chapitre 2, une nouvelle donne géopolitique, bipolarisation et émergence du tiers-monde. Dans cette première vidéo, nous allons principalement nous concentrer sur ce qui relève de la guerre froide. La guerre froide trouve ses racines dans des divergences idéologiques, politiques et économiques qui émergent entre les États-Unis et l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Entre les États-Unis qui incarnent le capitalisme et l'Union soviétique qui incarne le communisme, les oppositions idéologiques sont très fortes. Ces rivalités s'exacerbent également par des ambitions territoriales et l'établissement de sphères d'influence, ceci contribuant à l'instauration d'une tension constante. La doctrine Jdanov et la doctrine Truman représentent deux visions antagonistes qui ont profondément influencé la dynamique de la guerre froide. Elles ont jeté les bases idéologiques et stratégiques des deux superpuissances de l'époque. La doctrine Jdanov a été formulée par le diplomate soviétique Andrei Jdanov en 1947. Elle pose les fondements de la politique étrangère soviétique et définit clairement le monde comme étant divisé en deux blocs irréconciliables. Jdanov a donc théorisé la division entre un bloc capitaliste dirigé par les États-Unis et un bloc communiste sous l'égide de l'Union soviétique. Cette vision du monde a renforcé la posture de l'URSS dans une lutte idéologique et elle a servi de justification à son soutien aux révolutions à travers le monde. La doctrine Truman se veut une réponse à cette doctrine Jdanov. Elle a été initiée par le président américain Harry Truman en 1947 également. Elle préconisait la politique du containment qui visait à contenir l'expansion du communisme à travers le monde. Elle défendait l'idée que les États-Unis devaient s'opposer activement à toute tentative d'expansionnisme communiste en adoptant une approche interventionniste. Ces deux doctrines ont donc jeté les bases de la guerre froide en cristallisant les différences idéologiques et géopolitiques entre Est et Ouest. La guerre froide, si elle n'a jamais été le théâtre d'affrontements militaires directs entre les deux grands, a été jalonnée de plusieurs crises. Géographiquement, un des points chauds de la guerre froide, c'est l'Allemagne, et en particulier Berlin. Dans un premier temps, l'Allemagne va être divisée en 4 parties entre les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Le blocus de Berlin, qui s'est déroulé de 1948 à 1949, a été l'un des épisodes cruciaux de la guerre froide. Il symbolise les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Union soviétique. Si l'Allemagne avait effectivement été divisée entre 4 zones contrôlées par les 4 alliés, les 3 zones contrôlées par les USA, la France et la Grande-Bretagne vont se fondre en une seule zone. En réponse à cela, en juin 1948, les soviétiques ont imposé un blocus à Berlin-Ouest, la partie de la ville qui était contrôlée par les Occidentaux. Ils ont coupé l'accès terrestre, ferroviaire et fluvial à la ville. Face à cette situation, les États-Unis et le Royaume-Uni ont organisé ce que l'on appelle un pont aérien, qui fut un effort logistique assez impressionnant permettant de ravitailler la ville assiégée par voie aérienne. Pendant près d'1 an, des avions cargo ont donc largué des provisions vitales pour ravitailler Berlin-Ouest. Le blocus prend finalement fin en mai 1949 lorsque les Soviétiques lèvent leurs restrictions. Cette situation a cependant laissé des traces profondes dans les relations entre l'Est et l'Ouest et a contribué à la création de 2 États allemands distincts, la République fédérale d'Allemagne à l'Ouest et la République démocratique allemande à l'Est. Le blocus de Berlin est également considéré comme un prélude à d'autres crises de la guerre froide, soulignant la fragilité de la coexistence entre les deux grands. Le mur de Berlin, construit en 1961, est considéré comme l'un des événements les plus emblématiques de la guerre froide, parce qu'il symbolise physiquement la division entre l'Est et l'Ouest. Initialement présenté comme une mesure de protection contre l'influence occidentale, le mur était en réalité une réponse à la fuite massive des Est-Allemands vers l'Allemagne de l'Ouest, attirée par les promesses de liberté que représentait cette partie de l'Allemagne. Cette fuite était rendue possible par la frontière ouverte à l'intérieur de Berlin. Le mur était composé de barbelés, de clôtures électrifiées, de miradors de contrôle. Sa construction extrêmement rapide a représenté un choc pour le monde occidental. Des familles ont été séparées du jour au lendemain, des rues coupées en deux, et Berlin, ville autrefois unie, a été divisée en 2 entités distinctes. Il est impossible de passer le mur sans autorisation, et ceux qui l'ont fait l'ont parfois payé de leur vie. L'une des images emblématiques de ces tentatives est celle d'un jeune homme est-allemand du nom de Peter Fechter, qui est mort sous les yeux du monde occidental après avoir été abattu en ayant essayé de franchir le mur. Ce n'est qu'en 1989 que le mur de Berlin sera détruit, symbolisant la chute du rideau de fer.
Aux États-Unis, la période des années 1950 va être marquée par ce que l'on a appelé la chasse aux sorcières, une campagne anticommuniste dirigée par le sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy. Cette période voit des artistes, des intellectuels et des politiciens accusés de sympathie communiste, entraînant des licenciements massifs et des atteintes aux libertés civiles au nom de la sécurité nationale. Des artistes comme Charlie Chaplin se verront dans l'obligation de quitter le territoire des États-Unis pour leur sécurité, étant accusés de sympathie communiste. La crise des missiles de Cuba en octobre 1962 a été l'un des moments les plus tendus de la guerre froide, mettant les États-Unis et l'Union soviétique au bord de l'affrontement nucléaire. En 1959, une révolution avait eu lieu à Cuba menée par Fidel Castro. Son objectif était de renverser le régime autoritaire de Fulgencio Batista. Cette révolution était motivée par des aspirations à la fois nationalistes, sociales et anti-impérialistes, en cela qu'elle visait à mettre fin à l'influence américaine, mais également l'injustice sociale et la corruption. Le 1er janvier 1959, Castro et ses guerrilleros ont triomphé, entraînant la fuite de Batista et l'installation d'un gouvernement révolutionnaire. Cette révolution a rapidement adopté des réformes radicales, nationalisant les industries clés et redistribuant les terres, ce qui en fait un régime beaucoup plus proche idéologiquement de l'URSS. Les relations avec les États-Unis se sont rapidement détériorées. Craignant pour son intégrité territoriale, Cuba se rapproche rapidement de l'URSS. En octobre 1962, les États-Unis, lors d'un survol de l'île, ont découvert des rampes qui visaient à l'installation de missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Cette découverte déclenche donc une confrontation intense entre les deux superpuissances, puisque le territoire américain se retrouve à portée d'éventuels missiles nucléaires. Le président de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, réagit avec fermeté, imposant un blocus naval autour de Cuba afin d'empêcher les approvisionnements de missiles réalisés par la mer en provenance de l'URSS. Le monde entier retient son souffle alors que les tensions montent, car les deux camps se lancent des avertissements et des menaces. Rien n'oblige les navires soviétiques qui s'approchent de Cuba à obéir à l'intervention des navires américains qui veulent les empêcher de passer. Les États-Unis exigent le retrait immédiat des missiles, considérant que cette installation est une menace grave et directe à leur sécurité nationale. En coulisses, des négociations se déroulent secrètement entre Kennedy et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev. L'objectif est d'éviter une escalade militaire incontrôlée. Un accord est conclu dans lequel les États-Unis acceptent de lever leur blocus en échange de la garantie soviétique de retirer les missiles de Cuba. Par ailleurs, il existe d'autres clauses à cet accord, comme le fait que les États-Unis doivent retirer certains des missiles qu'ils avaient installés en Turquie, territoire très proche du territoire soviétique. La crise se résout ainsi sans confrontation directe et par la négociation, et elle marque un tournant dans la guerre en incitant les deux superpuissances à une coexistence bien plus prudente. Elle conduit à des changements significatifs dans la manière dont les relations internationales sont gérées, avec la création d'une ligne de communication directe entre Washington et Moscou, que l'on connaît sous le nom de téléphone rouge, afin de prévenir de futures crises nucléaires. Cet épisode souligne la nécessité d'une diplomatie efficace pour éviter la confrontation nucléaire, et a mis une lumière crue sur les dangers inhérents à la prolifération des armes nucléaires. La décennie 1970 va être qualifiée de décennie de détente. Elle est marquée par des négociations visant à réduire les tensions entre les deux superpuissances. Le traité SALT, par exemple, sur la limitation des armes stratégiques, est l'un des résultats les plus importants de cette période. Par ailleurs, entre les deux Allemagnes, une détente s'amorce également avec la politique que l'on nomme Ostpolitik, engagée par le chancelier Willy Brandt. Cependant, il faut noter que la détente reste très fragile et qu'elle est ponctuée par des crises telles que l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. Si cette guerre est qualifiée de froide, c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'affrontement militaire direct entre les deux grands. Mais elle s'est manifestée à travers divers affrontements par de nombreux autres moyens. Des guerres périphériques ont été l'un des aspects de cette guerre où les deux superpuissances s'affrontaient par procuration dans des conflits locaux. On peut citer l'exemple de la guerre de Corée entre 50 et 53 ou de la guerre du Vietnam entre 55 et 75 où les États-Unis ont soutenu des régimes anticommunistes tandis que l'Union soviétique appuyait les mouvements communistes. Les Jeux Olympiques, par ailleurs, sont devenus un autre terrain de la rivalité pendant la guerre froide, les deux blocs cherchant à démontrer leur supériorité idéologique et politique à travers les performances sportives. Les boycotts réciproques des Jeux de Moscou en 1980 par les États-Unis et des Jeux de Los Angeles en 1984 par l'Union soviétique en sont également des exemples marquants.
Le cinéma hollywoodien fut également une arme de soft power très utilisée pendant la guerre froide. Des films souvent teintés d'idéologie et de propagande virent le jour, montrant systématiquement des ennemis en provenance de l'Est. Le jeu d'échecs a également été un terrain de rivalité intellectuelle entre les deux superpuissances. Les matchs entre Bobby Fischer, américain, et Boris Spassky, de l'Union soviétique, en particulier en 1972, ont été des événements hautement médiatisés qui ont symbolisé la compétition, même au niveau intellectuel, entre les deux grands. Dans les années 1980, l'Union soviétique, sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, a connu des réformes profondes qui ont radicalement transformé le pays. Gorbatchev a introduit deux éléments politiques clés, la perestroïka, qui était une tentative de restructuration économique, et la glasnost, qui visait à accroître la transparence et la liberté d'expression. Ces réformes étaient en fait une réponse aux défis économiques, sociaux et politiques auxquels était confrontée l'URSS. Sur le plan économique donc, la perestroïka cherchait à introduire des éléments de marché, donc des éléments d'économie capitaliste, dans une économie planifiée. Cependant, ces changements ont engendré des difficultés économiques, notamment une forte inflation et des pénuries. La libéralisation de la parole, par ailleurs, avec la glasnost, a permis des critiques internes du régime, qui n'étaient pas possibles par le passé, exposant au grand jour les problèmes profonds de l'État soviétique. Ces réformes ont eu des répercussions sur la guerre froide. Gorbatchev, en adoptant une approche plus conciliante vis-à-vis de l'Occident, a cherché à normaliser ses relations avec les États-Unis. Cette nouvelle orientation politique a contribué à une détente encore plus marquée entre les deux superpuissances. Les négociations de désarmement ont marqué une étape significative dans la réduction des tensions. Il est à noter que les réformes internes prises par Gorbatchev ont finalement affaibli le contrôle du Parti communiste sur l'URSS et entraîné une décentralisation du pouvoir et une perte d'influence des régimes communistes en Europe de l'Est. Cela a conduit à des changements politiques majeurs. La chute du mur de Berlin enclenche la fin de la guerre froide et ouvre la voie à la réunification de l'Allemagne. Les années qui suivent voient la disparition de l'Union soviétique en 1991, officialisant la fin de la guerre froide par la disparition d'un des deux belligérants. La disparition du bloc soviétique marque le début d'une nouvelle ère géopolitique. Created using Powtoon.